Sophie, ça va, vous voyez? Oui, oui, voilà, madame. Partagez. Oui, madame, nous voyons. Donc, ça, c'était le CHC. Mais il peut arriver que une seule valeur ne permette pas de partitionner notre image. Donc, on peut être amené à identifier deux valeurs seules ou trois valeurs seules, dépendamment de ce qu'on a à faire. Donc, par exemple, si ces deux valeurs, on doit définir. OK? Donc, si l'histogramme de notre image se retrouve comme ça, en fonction de ce que moi je veux afficher, si par exemple, je veux afficher tout ce qui est dans cet intervalle de valeurs, c'est-à-dire et le reste, dans ce cas, il faut que je prenne deux valeurs, c'est tout ce qui est compris en S1 et S3. Si je prends tout ce qui est compris en S1 et S3 comme étant mes objets, tout ce qui sera supérieur à S3, ce sera le fond. Tout ce qui sera inférieur à S1, ce sera le fond. Et c'est seulement ce qui sera compris en cet intervalle de valeurs qui va me représenter en région. Maintenant, si moi, c'est juste ce qui est supérieur à S3 que je veux, là, ce sera partitionné par rapport à une seule valeur. Okay? Mais quand on dit partitionné par au moins deux valeurs, c'est qu'il y a des éléments qui ne nous intéressent pas et pour lesquels on veut flotter, les fondre dans le reste de l'image et ne faire ressortir cette classe. Comme par exemple celle. Okay. Donc, si je récapitule, la segmentation, c'est une classification non dirigée. Elle a ceci de particulier qu'elle entraîne la binarisation de l'image, c'est-à-dire la classification de l'image en deux classes. Classe d'intérêt et le reste. Deux approches, l'approche contour ou l'approche région. L'approche contour dans ce sens où c'est les contours des objets identifiés et le reste est le reste. Et l'approche région où c'est l'intérieur des objets identifiés. Le reste est considéré comme la deuxième classe. Les autres types de classification non dirigée, on va voir, qui sont dans la même logique que la classification, que la segmentation, c'est que lorsqu'on fait une classification, on n'a aucune connaissance a priori de nos. On n'est rien de bon. C'est pour ça que je veux avoir un cours. Ou alors je veux m'amuser pour voir si la puissance de calcul de mon ordinateur. Ça aussi, ça peut être possible. Mais normalement, si on se met à faire ça, c'est qu'on n'a aucune information. Donc, on veut voir comment, qu'est-ce qui va nous revenir et avoir une certaine maîtrise de notre environnement. Et voilà. La segmentation. C'est pas la segmentation sémantique. Segmentation sémantique. Et elle consiste à appliquer des étiquettes aux classes, aux objets. La segmentation sémantique. C'est quelle chose? Et elle consiste à appliquer des étiquettes aux classes. Comment ça fonctionne? Prends un exemple, par exemple, si je vais maintenant classifier une entité de poisson du sol et que je connais déjà des classes d'entité, par exemple, je prends les participants et je donne à l'algorithme que ça c'est un participant, ça c'est la vérification. Et maintenant, l'algorithme, il prend des étiquettes en fonction des classes que vous avez attribuées et il fait ressortir exactement ce que vous voulez. Ça, c'est plus de la classification non dirigée. C'est de la segmentation sémantique. Plus de la classification non dirigée. Parce que tu lui donnes une information sur laquelle il va se baser pour identifier.
Ça devient de la classification dirigée. Oui, mais là, j'ai une question que je comme qu'est-ce que la segmentation, c'est une classification non. Le terme que tu utilises, je ne l'ai jamais utilisé. Comme ça, je te demandé en quoi ça consiste. Segmentation, segmentation. Je ne l'ai jamais entendu. C'est toi qui me dis là. Je vais te demander sur quel logiciel il apparaît. Parce que dans ce quoi, il oui. Ah, c'est dans le domaine des apprentissage automatique. C'est quoi? Deep learning. Allez, Machine learning. Bon, l'apprentissage. Donc, vous êtes en train d'éduquer votre logiciel à pouvoir faire de la reconnaissance. C'est ça, non? Donc, vous lui donnez de l'information où il va s'entraîner, puis maintenant, après, vous lui donnez, quand il aboutit au bon résultat après l'entraînement, maintenant, vous le mettez en situation de choses réelles. C'est ça? Or, ça, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'apprentissage. Non. C'est mon image, je regarde mon histogramme, je dis, bon, voilà le niveau de temps, tout ce qui est supérieur à, comment faire A. Et puis, je m'assois, je fais, et puis, d'accord. Merci. Donc, classification non dirigée. Au départ, je ne sais rien sur l'occupation du sol, donc sur les données au sol. Le logiciel travaille tout seul par la puissance de notre ordinateur, qui va nous ressortir différentes régions, différentes classes. Et nous, ce qu'on doit faire, comme on dit a posteriori, donc après la classique, c'est l'étiquetage des classes. Ça, c'est une obligation. Oui. Il y a quelqu'un? Tu veux essayer de voir, c'est pas bien. Je vois, la barre n'apparaît pas ici. Il y a quoi? Il est bientôt l'heure. Bon, cher ami, en tout cas, vraiment, c'est fait, mais je ne vois pas la barre. Elle est affichée là, mais moi, je ne vois pas. J'essaie de faire un peu. Je ferme ça. C'est capable de je suis désolé. On va prendre le fichier enregistré. Mais je n'avais pas le contrôle de. Ah bien, ah bien.
Trois types de classification pour la segmentation. Trois types de classification. On va parler de trois types de classification. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation ascendante, descendante, ascendante. On appelle la classification séquentielle et le calcul des indices. Les indices, vous en avez entendu parler? Les indices en télévision. Quel type d'indice? Individuel, par exemple. Les calculs d'indices, là, je les mets dans la classification. En ce sens où vous n'éduquez pas le logiciel, vous ne lui donnez pas de l'information pour qu'il vous fasse la classification. C'est à partir de valeurs que lui-même va classifier l'image. Donc, à partir de valeurs des indices, il va dire, bon, comme les indices là, en telle valeur, donc ça correspond à ça, ça correspond à ça. C'est lui-même qui va le faire. OK? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on le met dans la classification. Ce qu'on va faire la classification, l'approche n'est pas la même. Là, c'est vous qui allez donner de l'information pour entraîner le logiciel, de sorte à ce que lui classifie. Alors que en classification non biologique, les seules informations que vous donnez, soit, comme on l'a vu tout à l'heure en présentation, c'est des choses, le seuil, soit c'est le nombre de classes que vous voulez. Après, il se débrouille et puis il fait quelque chose, il vous ressort, maintenant, vous interprétez ce que vous avez. Dans la hiérarchisation ascendante, hein, ce n'est pas descendant, c'est ascendant. Okay? Donc, dans la hiérarchisation ascendante, on vous dit ce qu'il se passe, c'est qu'il va fusionner. Puisque les classifications qu'on voit jusqu'à présent, les classifications sont pixel par pixel. C'est-à-dire, prend un pixel, il va faire une classe, deux pixels. Donc, au départ, mon image a autant de pixels, a autant de classes qu'il y a de pixels au départ. OK? Puisque je n'ai aucune classe de générique. Donc, chaque pixel est potentiellement une classe. Jusqu'à ce que je lui dise, bon, classe-moi par exemple en 5 classes. Donc, pour le faire en 5 classes, il va aller voir la statistique. Il va voir, par exemple, dans forcé, il va dire, bon, elle est en 5 classes. OK. Moi, je vois qu'il n'y a pas de pic et demi. Donc, les demi, là, je vais les faire en 5 classes. OK. Les pics, là, voilà les valeurs de niveau de gris de pic. OK. Donc, il va aller attribuer chaque pixel à une classe en fonction de son niveau de gris, plus ou moins de choses écartées. Donc, il va fusionner les pixels en ce sens où un niveau de gris particulier va correspondre à une classe. Donc, si correspond à une classe, c'est comme si on le fusionnait. Hein, fusionner, là, ne veut pas dire qu'on les met ensemble, mais ça veut dire qu'on les identifie comme appartenant à une classe particulière. En ce sens-là. Parce que le pixel complètement en haut à droite peut appartenir à la même région que le pixel complètement en bas à gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les mettre ensemble, non. C'est-à-dire la couleur qu'on va mettre en haut, là, va être la même qu'on va mettre en bas. Tout ce que ça fait. D'accord. La même information en termes de niveau de vie. Mais quand je dis on les met ensemble, ça veut dire que si tu les identifies par exemple par le rouge, tu vas avoir rouge ici, rouge ici, rouge ici, pour dire qu'ils appartiennent à la même classe. Mais tu ne vas pas les mettre tous ensemble dans un truc. C'est l'occupation du sol que tu fais. Donc, le point rouge qui est là-bas, là, ça veut dire que la classe qui est là-bas est la même que le point rouge qui est ici, est la même que le point rouge qui est là-bas. Mais tes points restent disjoints. Ils restent disjoints, mais c'est seulement que leur libellé, leur label, leur couleur va être la même pour ces différents points. Ça va? Et en termes de fusion, ne pensez pas que ça veut dire qu'on va les mettre tous ensemble dans un coin. Non. Ils restent où ils sont. Sauf qu'ils auront la même étiquette. Donc, si cette étiquette-là, je la mets en vert, ils seront tous de couleur verte. D'accord?
Donc, quand on parle de fusion successive, là, c'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire qu'on va les identifier comme appartenant à une classe particulière. Ça ne veut pas dire qu'on va les mettre ensemble. Okay? Parce que fusionner, normalement, en français, là, ça veut dire on les met ensemble. C'est ça, non? Hein? Je prends mon or, je mets chez le bijoutier, il n'y a plus d'argent. Dans son Dieu. Heureusement, moi, j'ai fusionné les bijoux. Donc, mes petits bijoux d'or, je m'en vais vendre ça. Pour mettre ensemble. Ça, il me dit, ça fait combien de grammes? Et puis l'argent. Donc, il va fusionner mon or, là. Hein? Différents grains de boucles d'oreilles, de médailles, de quoi, il les met ensemble, il les fusionne, ça devient un seul. Ici, c'est pas ça. Hein? On ne les prend pas tous, on les met en un seul pour dire qu'ils se regroupent en un point de l'image. Non, ils restent où ils sont. La seule chose, c'est qu'ils vont avoir la même étiquette ou la même couleur que la classe qu'on identifie. Tout. OK? C'est délicat, le vocabulaire là, est délicat. Donc, fusion successive des groupes de pixels sans chevauchement entre eux déjà existants. Oui, si tu dis qu'ils sont différents, c'est qu'ils n'ont pas de chevauchement entre eux. Donc, on dit à chaque étape, chaque pixel donc, va être fusionné à un nouveau et on va refaire. Donc, quand on fusionne deux pixels ou quand on dit que deux pixels appartiennent à la même classe, ces deux pixels-là forment ce qu'on appelle un cluster. Maintenant, tout le monde connaît cluster, on appelle le COVID. Hein? Ou bien on ne sait pas ce que c'est qu'un cluster. Cluster, c'est-à-dire, c'est quand on parle de cluster, dans l'histoire de COVID, c'est qu'on a identifié un site particulier qui est potentiellement à risque, où c'est de là-bas que l'affaire s'est déclenchée. Bon, donc, il y a un cluster. Il ne faut pas aller là-bas, parce que le cluster, il est dangereux. D'accord? C'est la zone potentiellement à risque. Le one, ils ont dépassé ça. Nous, on est encore dans ça. Là, ils ont terminé pour. Voilà, vendredi, on commence JO dans leur pays. Donc, eux, ils ont maîtrisé. Parce qu'ils sont disciplinés. Quand on est discipliné, tout se passe bien. Mais quand on veut jouer à tu sais qui je suis, c'est ça, c'est dans ça la loi. Tu sais qui je suis. Tu es poussière. Tu n'as rien. Non. C'est vanité des vanités. C'est vraiment sortant, il peut tomber. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je suis dans le tour, et puis on trouve mon gars, et puis on continue le coup, non? Je me suis porté pour rien. Voilà, on m'a remplacé aussi rapidement. Donc, vraiment, la modestie, l'humilité, là, il faut le faire. Ça ne sert à rien. On se vend, on se tape sous ces cerveaux. On finit tous à rouler un petit peu. Donc, on considère que deux pixels appartiennent à la même classe si la distance entre eux est la plus faible. Et qu'est-ce qu'on entend en termes de distance? Il faut qu'on définisse le terme distance. Le terme distance, je dirais en français là, hein, c'est l'espace qu'il y a entre deux choses. C'est ça, non? OK. Grosso modo, c'est la même chose. C'est l'espace qu'il y a entre deux pixels. Mais en termes de valeur de niveau de gris. OK? Donc, la différence de niveau de gris entre le pixel A et le pixel B par rapport à la différence de niveau de gris entre le pixel A et le pixel B, laquelle est la plus petite? Si l'un des deux là, c'est 2, et puis l'autre des deux là, c'est 4. 2 est plus petit que 4, non? Donc, les deux pixels qui ont valeur de différence 2 là, ont plus de chances de se ressembler que ceux qui ont une distance entre 4. Voilà ce qu'on appelle distance. C'est la valeur, la différence de niveau de gris entre ces deux points. Et le problème, c'est de bien définir le terme distance ou dissimilarité. Similarité, on dirait que de similarité, similitude, veut dire même chose. Donc, qu'est-ce qu'il est? Différencié en termes. Donc, les gens qui ont travaillé sur cette affaire de distance, mathématiciens, ils ont créé le terme distance, mais ils ont créé beaucoup de. En tout cas, vous allez sur quoi? Wikipédia ou Google. Pour mettre distance, et distance, c'est pas la distance.
distance de Manhattan, distance arithmétique. Ils ont créé, en tout cas, formule de distance. Il y en a pour. Il y en a. Ils s'amusent aussi, c'est leur affaire. Mais on ne va pas tout voir. De toute façon, tout n'est pas important, tout n'est pas utile. On va faire un peu la culture générale, dire ce qui existe, qui est le plus utilisé, et puis le reste là, vous allez découvrir. De toute façon, un devoir, je ne vous demanderai jamais, et quelle est donnez-moi les différentes distances qui existent. Ce n'est pas ça le but du jeu. Non. Vous savez que ça existe. Vous ne demanderez même pas la formule, je vous la donnerai si vous devez l'utiliser. Ce n'est pas ça le but du jeu. Parce que où vous êtes là, c'est du raisonnement qu'on vous demande. C'est du raisonnement. Donc, on va vous donner la machette, puis on dit, bon, voilà champ de temps. Je donne là-bas. Toi, tu sais que quand on me donne champ de temps, si on m'a donné d'abord, c'est pour faire but. On m'a donné machette là, c'est pour enlever R. On commence à enlever R avant de faire but. Ou bien, tu commences à faire but alors qu'il y a R dessus. Donc, on t'a donné tout. Maintenant, toi, de savoir quoi utiliser, comment. C'est ça, d'accord. Maintenant, tu mets tes petits étapes et tu as fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, on vous donne le matériel. Maintenant, à vous de savoir comment l'organiser. Au stade où vous êtes à ça. Dans L1 où on va faire des bêtises, on va vous dire apprenez la formule. Tu dis apprenez la formule. Parce qu'au devoir, je vais poser la question. Non seulement tu dois connaître la formule, tu sais comment l'utiliser, et puis on va te mettre en situation, tu dois calculer quelque chose, la formule. Mais où vous êtes là, on considère que quand même, vous êtes des experts, donc on vous donne l'information, ou on vous dit où aller chercher l'information, et à vous de savoir l'utiliser. Le but du jeu, c'est de savoir utiliser l'information. D'accord? Donc, la première distance, est la distance par excellence. La première distance des mathématiciens ont créée, c'est la distance euclidienne. Ce que vous avez fait depuis la 6e, c'est la distance euclidienne. Et la formule de la distance euclidienne, c'est ça. C'est mise au carré, la racine carrée de la distance en 2 points, qui fait la somme des différences en 2 points, qui donne la distance en 2 points. Donc, si je veux savoir la distance entre le point X et le point Y, je regarde leurs coordonnées et je fais la différence. Là, on vous a montré au lycée. C'est ça? Pour savoir la distance. C'est-à-dire, si je veux savoir la distance en termes d'abscisse, je prends l'abscisse de X, abscisse de A, abscisse de B, je fais la différence, je prends la différence. Ou si je veux savoir en ordonnée, je prends ordonnée de A, ordonnée de B, je sais la distance. Deuxième type de distance qui a été aussi utilisé, c'est ce qu'ils appellent la distance de Wahr. Cette fois, la différence entre la distance de Wahr et la distance euclidienne, c'est le facteur de pondération qui est ajouté là. Vous voyez qu'il y a toujours la différence entre les deux coordonnées, mais il y a un facteur de pondération. Généralement, ce facteur de pondération, c'est la masse qu'ils vont rajouter. Maintenant, comment ils calculent la masse? Ne me demandez pas. Troisième distance qui est beaucoup utilisée en termes de classification, mais qu'on vous demande jamais de connaître la formule par là. Ne retenez même pas ça. Regardez à quoi ça ressemble, puis à autre chose. Mais Mahalanobis, là, pas retenir. Vous allez voir, Mahalanobis, là, vous allez utiliser. Donc, distance de Mahalanobis, même chose, il y a aussi une différence, mais cette fois-ci, il y a quoi on appelle ça? Il y a un facteur où il y a la matrice transposée. Le T qui est en haut, là, c'est la matrice transposée. On voit des choses d'attaque comme ça, là. Je ne vais pas vous demander, non. Ils ont déjà implémenté ça sur le logiciel, puis moi, je le fais petit. La seule chose qu'on peut vous demander, c'est pourquoi, par exemple, distance euclidienne, là, lui, son résultat est comme ça, tandis que distance de Mahalanobis, lui, son résultat est comme ça. Mais ça va être différent. La formule même dit que c'est différent. Dans un, c'est au carré, l'autre, il n'y a pas de carré. Dans un, il y a pondération, l'autre, il n'y a pas de. Donc, voilà ce qu'on va vous demander de faire en termes à votre niveau. Pour vous, dans la formule, on dit quoi la différence? On analyse les deux formules. Elles ne sont pas les mêmes. C'est la même chose au lycée. La section A, la filière A, on ne calcule pas la moyenne de la filière A. De la même façon, on calcule pour les C ou pour les B. C'est une affaire de coefficients. C'est ça, non? Les coefficients suivant les matières. Donc, s'il y a un prof qui lui calcule la moyenne de la classe à partir des coefficients, pendant que l'autre, lui, considère qu'il ne calcule pas
la moyenne de la partie des coefficients. On sait que toutes les matières là se valent. Donc, coefficient 1 pour tout le monde. Il additionne tout et puis il divise par le nombre de nombres. Les deux n'auront pas la même moyenne. Étudiant A, on calcule sa moyenne avec coefficient. Sans coefficient. Et puis étudiant B, moyenne avec coefficient. Et puis sans coefficient. Ce ne sont pas la même chose. Avec coefficient, si lui, dans ses matières principales, il a de bonnes notes, c'est sûr que ça va se répercuter sur sa moyenne générale. Par contre, l'autre qui n'aura pas de bonnes notes dans les moyennes choses principales, ça va se répercuter aussi de façon terrible sur les notes. Mais si par exemple il est bon en gymnastique, il est bon en dessin, et puis on considère que son 20 de gymnastique là est même chose que son 2 de maths là, mais c'est fini, il a hydrolysé son affaire et puis il a la même moyenne que toi qui est parti avoir des 19, 20. Vous avez la même moyenne, mais ça ne reflète pas vos valeurs par rapport aux matières principales. Okay? C'est la même chose. En fonction de la formule que vous avez utilisée, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, je ne dis pas que c'est anormal. Non, c'est normal. C'est normal, la formule n'est pas la même, donc on ne peut pas trouver les mêmes résultats. Donc, on ne peut pas juger sur le même critère. Parce que si tu considères qu'il n'y a pas de coefficient, donc tu considères que toutes les matières se valent, donc cet étudiant-là, il aura par exemple un 15 de moyenne, pendant que l'autre qui a eu de bonnes moyennes en maths physique, séance truc, aura par exemple lui un 10. Tu as trouvé que celui qui a 10 est moins chose, moins, comment je dirais ça, moins méritant que celui qui a 15, alors que celui qui a 15 là, des gymnastiques et puis des 5 fait qu'il a eu 15. Tout dépend de où tu veux orienter tes enfants. Si tu cherches des enfants moyens partout, il n'y a pas de souci, lui il est bon. Mais si tu veux déjà le spécialiser, l'autre là, tu l'as perturbé. Parce que lui, il s'est concentré sur ses points forts. D'accord? Donc, il faut savoir interpréter. Donc, on est dans la hiérarchisation ascendante. Donc, la hiérarchisation ascendante, on a dit, on le fait par fusion successive des pixels. Ça va ressembler à ça. Moi, je ne vois pas tout ça là. Ce que vous voyez sur votre écran, je ne les vois pas. Et je ne suis pas. Je rabats mon écran, je ne suis pas capable d'avoir accès à ça, ni même de les faire entrer. Viens voir. Normalement, je devrais avoir la fenêtre ici. Ça doit être ici, mais je n'ai pas accès à ça.
Donc, pourquoi on appelle ce type de classification-là la hiérarchisation ascendante? Parce qu'elle fonctionne un peu, comme on vous a dit, comme les dendrogrammes. Le dendrogramme, c'est l'arbre généalogique qu'on appelle dendrogramme. L'arbre généalogique, normalement, quand on fait l'arbre généalogique, c'est quoi? C'est savoir tes grands-parents là. Et toi, tu es petit enfant, tu peux savoir. Donc, toi, tu es en bas, tes grands-parents sont en haut. Ça, non. Parce que toi, tu es en tête. Donc, tu pars, toi, papa, maman, papa là, son papa et puis sa maman, papa là, son papa et puis sa maman, grand-papa là, son papa et sa maman, grand-maman là, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'informations. D'accord? Tandis qu'en classification d'image, les petits enfants là, vous là, c'est l'image. Donc, tous les pixels qu'il y a sur l'image, c'est vous les petits enfants. Et vous voulez savoir vos ascendants, donc vos grands-parents. Donc, comment regrouper? Parce que les petits enfants, on en a beaucoup, hein. Mais l'aïeul qui est en bas, là, il est seul, ou bien. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on traduit cette petite chose-là en termes d'arbre généalogique. En considérant que tous les pixels qui sont sur mon image sont tous les petits-enfants. Et maintenant, chaque petit-enfant-là, on va savoir qui est ton papa, qui est ton grand-papa, qui est ton grand-grand-grand-papa. Donc, on va les fusionner. Donc, première fusion, vous trouvez les enfants. Donc, vous voyez, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 8. On parle de 16 petits-enfants pour aboutir à 1, 2, 3, 4, 8 parents. Donc, 16 là, vous allez. 8, on a regroupé encore pour arriver à 4. 4 pour regrouper. Donc, la classification, la hiérarchisation ascendante, c'est le fait d'avoir tout mon image que je vais regrouper maintenant en régions qui vont correspondre aux parents. Mais ce n'est pas les grands-parents, l'aïeul là, on met tout ça en un seul, on ne fait rien de bon. Parce que mon image n'est pas qu'une seule classe, plusieurs classes. Donc, au minimum, des parents. Alors, vous avez compris l'analogie pour qu'on parle de hiérarchisation ascendante. Parce que les petits-enfants sont les pixels et on veut savoir à quelle grande classe de parents ils appartiennent. Donc, c'est cette classification qu'on veut faire. Une fois que ce regroupement de pixels-là a été fait, on doit vérifier ce qu'on appelle l'inertie intra-classe par rapport à l'inertie extra-classe. Qu'est-ce qu'on entend par là? Voilà mes pixels. Les croix sont mes pixels. OK? Ceux-là, je les ai regroupés en la classe X. Ceux-là, je les ai regroupés en la classe Y. Et ceux-là, en la classe Z. OK? Maintenant, les distances entre tous les pixels qui appartiennent à la classe Z, par exemple, ou les distances entre tous les pixels qui appartiennent à la classe X et les distances entre tous les pixels à la classe Y. Je vais comparer. Si je prends, par exemple, Z par rapport à X, je vais comparer la distance entre chaque pixel qui appartient à la classe Z par rapport à la distance entre la classe Z et la classe X. Si la distance entre les éléments de la même classe là, est équivalente à la distance entre une classe et une autre, ce n'est pas bon. Il faut que l'inertie intra-classe soit plus petite que l'inertie extra-classe. Ou si vous voulez, la distance entre pixels de la même classe soit plus petite que la distance entre un pixel d'une classe et un pixel d'une autre classe. Parce que si c'est la même valeur, c'est que ce que tu as fait là, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que le pixel qui est là-bas peut appartenir aussi à la classe. Puisque la distance entre eux là est la même qu'avec l'autre. D'accord? Donc, une fois que la classe est faite, l'inertie intra-classe est plus petite que l'inertie.
si vous voulez, la distance entre des pixels de deux classes différentes est plus petite que la distance entre les pixels de la même. Question. Parce que pour aujourd'hui, on a regardé, hein, on va vous laisser digérer ça un peu. Et puis, on va continuer demain. Il n'y a pas de questions. C'est bon? C'est bon. Regardez ça. Demain, on va terminer la classification en dirigé. On va démarrer la classification dirigée. La classification dirigée, je vais zapper sur beaucoup de choses, mais grosso modo, je vais vous dire ce qui est essentiel. Mais en temps, installer le logiciel Airbus. La semaine prochaine, je travaille sur Airbus. Moi, je suis plus à l'aise sur Airbus. Il y a Andy qui est là aussi. C'est la même logique. Je suis plus à l'aise. Ok, chers amis, encore des dons. On a fini le cours. On se voit demain pour la suite. Madame. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je pense que pour l'instant, non pour moi. D'accord. C'est tellement